Effectivement, on tourne un petit peu autour des mêmes questions, mais qui, forcément, compte tenu de la personnalité des personnes ici rassemblées, de leur profil, de leur activité, va donner forcément des réponses qui seront sans doute en partie différentes aux questions qui se sont posées lors de la première table ronde. Alors je remercie tout d'abord Catherine Barbaroux qui a bien voulu accepter de présider cette table ronde et qui vient de me donner sa petite bio que, évidemment, je vais certainement écorcher. Moi, j'ai connu Catherine Barbaroux quand elle était directrice des affaires sociales du Printemps. Elle a fait une longue carrière à la fois d'entreprise et une carrière politique. Elle a été avant directrice du cabinet de M. Crépeau et elle est, là je ne comprends pas, DGEFP avec Martine Aubry, à la formation professionnelle avec Martine Aubry. Et donc elle est maintenant au sein de la région Île-de-France, directrice générale des services. Et je la remercie très sincèrement d'avoir bien voulu présider cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, après la partie diagnostic, observation, difficulté de la situation telle qu'elle est observée, nous avons autour de nous des personnes qui sont plutôt, on va dire, dans l'action et qui sont confrontées par leur geste quotidien, professionnel, si j'ose dire, à la construction peut-être de réponses. En tout cas, on verra à travers les interventions par rapport à la question qui est posée par cette table ronde, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques, et est-ce que ces pratiques produisent effectivement des effets de transformation. Donc par ordre alphabétique, Geneviève Couraud, qui est déléguée aujourd'hui déléguée nationale depuis 10 ans aux droits des femmes au Parti socialiste et en charge de la parité depuis 5 ans, loi oblige, si j'ose dire. Et elle a effectivement différents mandats et engagements associatifs, et notamment elle préside l'Observatoire des femmes et de l'égalité des chances du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Donc aussi une insertion territoriale forte. Madame Catherine Ferrand, qui est à ma droite, et qui est aussi un agent de la diversité culturelle, puisqu'elle nous vient de Belgique, où elle a fait ses études et où elle a travaillé. Donc nous allons avoir aussi un regard un peu décalé. Elle a été journaliste pendant 15 ans au journal Le Soir, et elle a ensuite été directrice de la communication et du mécénat de Petrofina. Puis en 98, il y a eu une première fusion avec Total, et elle a exercé des fonctions de communication dans le nouveau groupe, et elle est désormais directrice de l'innovation sociale et de la diversité chez Total depuis 5 ans. Donc je pense qu'elle nous commentera effectivement ce titre qui n'est pas classique dans les entreprises, même si un certain nombre d'entreprises ont déjà aussi un peu fait évoluer ces pratiques professionnelles. Ensuite, nous avons Madame Anne Nègre qui s'est exprimée tout à l'heure autour de l'amendement du Sénat, si j'ose dire, et qui donc s'était présentée, mais je rappelle qu'elle est docteure en droit, avocate au barreau de Versailles, spécialisée en droit des associations et droit du travail, et qu'elle préside l'Association française des femmes diplômées des universités, et qu'elle a travaillé avec Françoise Gaspard au réseau Demain la parité, et qu'elle est depuis 2002 déléguée nationale du PRG, parti auquel appartenait Michel Crépeau quand il était ministre de l'Environnement et dont il a été président. Ça, c'est pour mon petit clin d'œil personnel. Et puis enfin, Marie-Claude Perrache, qui est diplômée de sciences économiques et d'un MBA d'HEC Montréal, qui a eu une carrière très diversifiée chez France Télécom, qui a été la première femme à entrer au comité exécutif du groupe, et elle a fortement contribué au développement de la politique de mixité de l'entreprise. Je pense qu'elle nous en parlera. Et elle est désormais présidente d'European Professional Women Network, un réseau dont elle expliquera aussi, je pense, comment il peut peut-être participer de ces bonnes pratiques auxquelles nous essayons de nous référer concrètement. Et puis donc, j'ai la chance d'avoir Jacqueline Loffer comme modérateur, et donc je lui passe la parole. Il y a beaucoup de points que l'on pourrait réaborder, que l'on doit réaborder à travers
les questions qui ont été traitées lors de la première table ronde, et notamment la question des réseaux. On va y venir dans un instant, car je crois qu'il y a autour de cette table un certain nombre de points de vue sur la place des réseaux dans l'exercice du pouvoir par les femmes, dans les carrières des femmes, et c'est un point certainement sur lequel on pourra approfondir le débat. Il y a certainement aussi beaucoup à dire sur ce que peuvent tenter les entreprises comme programme d'action, comme recherche de solutions à un certain nombre de questions qui ont été posées. On peut penser à la gestion de la maternité, car la maternité se gère aussi, effectivement, et après tout, c'est peut-être un progrès. Il y a aussi, disons, un certain nombre de questions qui se posent, qui peuvent se poser, par exemple, sur les questions de mentoring, où il y a des points qui ont été évoqués. J'ai quand même envie, en démarrant ce débat, de repartir de la question première qui vous avait été proposée pour le déroulé de cette table ronde. C'est, au fond, comment chacune, dans votre sphère politique, économique, entreprise, voyez-vous aujourd'hui la question de ces verrous, la question de ces verrous, de ces règles du jeu aussi qui empêchent l'accès des femmes à des postes de pouvoir. Est-ce qu'il y a un problème de sélection au départ? C'est une question qui avait été posée. Est-ce que ça commence dès le recrutement ou est-ce que c'est beaucoup plus tard que s'exercent ces verrous? Comment voyez-vous les choses? Je vais peut-être expliquer tout de suite d'où je parle parce que ce sera plus clair. Je suis en effet déléguée nationale à la parité au Parti socialiste et il se trouve que ce dossier de la parité, je m'en suis occupée depuis 2004. En effet, à cette date, à la commission femmes du Parti socialiste, et c'est pour répondre un petit peu à des points qui ont été soulevés lors de la précédente table ronde, constatant la grande difficulté que certaines femmes avaient à arriver aux responsabilités, nous avons décidé de nous emparer du dossier, et en particulier du dossier des législatives. On était absolument inexpérimentés au départ, et peut-être que de raconter ça vous permettra de voir où se situent les verrous. En septembre 2004, il se trouvait que j'étais à la retraite et que j'avais du temps, et donc les choses sont telles que. Et donc, j'ai pris en charge ce dossier et j'ai commencé à chercher les documents qui permettaient de savoir quels étaient, où on en était des circonscriptions, où étaient les femmes, où étaient les hommes. Eh bien là, je n'ai pas eu les documents. Impossible d'avoir entre les mains les documents, aussi bien au Parti socialiste qu'à Paris que dans ma fédération, les documents qui permettaient de travailler sur le sujet. Et il a fallu aller rechercher, avec d'autres camarades, aller rechercher tous les résultats des élections législatives, présidentielles, européennes et cantonales, sur les 577 circonscriptions de France et des TOM pour savoir où nous en étions. C'était un travail de Romaine, et qui a duré assez longtemps et qui s'est continué. Et là, j'aborde, excusez-moi, mais c'est important qu'on le sache, ça d'entrée, le thème du réseau. Nous sommes organisés en réseau Parti socialiste, en réseau de secrétaire fédéral aux droits des femmes. Et donc, à partir du moment où ce document qui évaluait les circonscriptions et les forces en présence a été élaboré, nous l'avons fait circuler en demandant au secrétaire fédéral sur le terrain de nous renvoyer l'image de ce qui se passait. Est-ce que c'était juste? Est-ce que ça ne l'était pas? Est-ce que ça collait avec la réalité ou pas? Est-ce qu'il y avait des femmes qui étaient prêtes à partir? À partir, bien entendu, à la candidature aux législatives. Ce travail a duré jusqu'en juin 2005, date à laquelle d'autres événements sont intervenus. Le congrès du Mans, à ce moment-là, au mois de novembre, a décrété qu'aux législatives, il y aurait 50% de candidates femmes et qu'en particulier, il y aurait 35% de circonscriptions gagnables. Et c'est comme ça que nous sommes allés ensuite à la Commission électorale nationale sur ces bases. Et les choses ont été relativement plus simples ensuite, puisque telle était la volonté de notre parti. Je voulais raconter ça au départ pour qu'on comprenne d'où je parle. Et je parle de ce travail. Et c'est
en faisant ce travail, en siégeant à la commission électorale pendant plus d'1 an et sans en manquer une, et j'habite à Marseille, que j'ai un petit peu évalué ce que pouvaient être les verrous. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de continuer. 2 minutes. Alors, il me semble que les verrous, ils sont à 2 niveaux. Ils sont d'une part au niveau fédéral, dans les départements, et ils sont également au niveau national. Pourquoi les 2 niveaux? Au niveau fédéral, il n'est pas toujours facile pour les femmes, on l'a abordé déjà plus longuement, de se faire connaître et d'être reconnues. Au niveau national aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des élus qui sont des élus de poids et qui occupent des sièges stratégiques et qui, par le poids qui est le leur, par le cumul de mandats dans le temps et dans l'espace, sont des forces absolument incontournables. Parmi eux, il n'y a pas une femme. Alors, pour mémoire, tout de même, je voudrais rappeler que sur les 205 députés socialistes à l'Assemblée nationale, je parle de mon parti, hein, chacun reconnaît les siens. Bon. 11 abordent leur 5e mandat, 8 le 6e, 7 le 7e, 5 entament le 8e mandat. Quand on entame son 8e mandat, on siège depuis 78. C'est la 29e année de mandat et il y en a même un parmi ces députés socialistes qui a été élu pour la première fois en 73. Alors, je sais bien que notre loi n'envisage pas du tout le cumul des mandats dans le temps. Mais c'est tout de même quelque chose qui convient de prendre en compte. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il n'y a pas de femmes. Hein, parmi tous ces députés que j'ai cités, il n'y a que des hommes. Donc je pense que là, vous avez des effets de blocage qui font qu'on est entre soi et que l'espace des femmes, eh bien, il est extrêmement réduit. On pourra revenir sur d'autres points si vous le souhaitez. Donc, Madame Ferrand, peut-être, est-ce que la retraite à 60 ans fait qu'on se renouvelle plus dans les entreprises ? Je ne sais pas si c'est vraiment ça la question pour les femmes. Au contraire, si, ça les aide parce que ça crée de l'appel d'air et qu'elles sont en moyenne plus jeunes que les hommes. Bon, et là, on rebondit effectivement sur la première partie de la question, qui est celle du premier verrou à la promotion des femmes, qui est celui du recrutement. Bon, c'est évident que pour recruter des jeunes femmes, il faut d'abord qu'elles aient envie de venir et donc qu'elles aient choisi les métiers pour venir dans une entreprise industrielle. Bon, là, il y a tout un travail, et d'ailleurs on le fait avec les écoles d'ingénieurs, un travail pour attirer les filles dans des métiers techniques. Mais même si elles ont fait ces métiers, la première chose à faire, c'est vérifier qu'au moins notre recrutement reflète les choix des étudiants. Et donc ça, c'est vrai qu'en 5 ans, on essaie de faire un petit peu de travail chez Total. On est arrivé, je crois, à une analyse, à une compréhension des choses, à des points d'action. Maintenant, ce qui est difficile, c'est la mise en œuvre. Enfin, bon, ça, c'est pas, je vous apprends pas grand-chose, mais enfin, c'est vrai qu'on le vit très fort sur le terrain. Mais donc, au niveau du recrutement, on a fait un panier des recrutements qu'on faisait en France et puis aussi à l'international, et en panachant le pourcentage d'ingénieurs, de HEC, de juristes, etc., qu'on recrute, on a regardé la proportion de femmes qu'il y avait dans chacune de ces formations, et on a décidé qu'on recruterait chez Total chaque année une proportion de femmes équivalente à la proportion des femmes dans les écoles où on recrute. Bon. Ça, c'est une première, quota, pas quota, c'est en tout cas quelque chose qui reflète les choix de la société, et on s'y tient. C'est pas toujours facile de s'y tenir, mais on s'y tient. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça fait 5 ans qu'on fait ça, peut-être 7 ou 8 ans qu'on est sensible à cette question, et évidemment, dans les métiers industriels, on met 10 ans, 15 ans, 20 ans à fabriquer un dirigeant. Ce qui veut dire qu'on n'a pas aujourd'hui, dans notre vivier, comme on dit, les femmes qu'on aurait dû recruter il y a 15 ans, elles sont pas là. Donc ce qui veut dire que là, il y a déjà un premier verrou qui existe, c'est que on ne peut pas, au-delà du vivier, vraiment avoir le pourcentage de promotion de femmes, enfin au niveau élevé qu'on voudrait. Mais ce qui est important, et là c'est une deuxième chose qu'on a faite en 5 ans, c'est qu'on a vu qu'on perdait des femmes déjà parmi les hauts potentiels, c'est-à-dire qu'on ne gardait pas en haut potentiel, donc en futurs dirigeants, le pourcentage de femmes qu'on recrutait, alors qu'on recrute la même qualité de femmes et d'hommes dans la population cadre aujourd'hui. Et donc on a essayé de comprendre, et là on s'est heurté à d'autres types de verrous qui sont liés aux stéréotypes.
Et là, c'est une chose qu'on a essayé de bien regarder. Bon, on avait fait une enquête au tout début de notre travail. On avait interrogé des hommes cadres et des femmes cadres sur ce qu'ils pensaient les uns des autres. Et on avait constaté que les femmes cadres décrivaient les hommes cadres comme des cadres et que les hommes cadres décrivaient les femmes cadres comme des femmes. Donc là, je crois que c'est quelque chose qui est assez important de se rendre compte qu'un homme en situation, dans une entreprise, regarde d'abord la femme. Donc il voit sa fille, sa mère, sa femme, sa copine, enfin il voit des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que c'était un verrou assez important dans la promotion des femmes. Bon, par exemple, parce qu'il était clair quand on regardait très concrètement la situation d'un homme qui était en situation de décider des promotions autour de lui, en fait, il voyait, s'il avait une femme en face de lui, c'était une femme qui ressemblait comme une sœur à la sienne. Sa femme à lui, universitaire, l'avait épousée. Et puis au deuxième enfant ou à la première expatriation, on avait décidé de commun accord que madame restait à la maison pour s'occuper des enfants et faire du macramé. Et puis il se trouvait dans l'entreprise, face à une femme qui avait fait un autre choix. Mais aider cette femme qui a fait un autre choix, ça le confrontait à un conflit de fidélité. Et donc, il faut le sensibiliser à ça. Quand on sensibilise les hommes à ça, ils comprennent bien. Alors, la belle chose, enfin, on en parlait un petit peu à la pause, c'est que ce conflit se résout tout seul quand les hommes, ces mêmes hommes, ont des filles qui arrivent sur le marché du travail. Parce que là, ils veulent faire dans l'entreprise ce qu'ils voudraient que d'autres fassent pour leurs précieuses filles à eux. Mais on ne peut pas attendre, c'est encore une question de délai, on ne peut pas attendre que tous les hommes qui décident aient des filles sur le marché du travail pour faire changer les choses. Donc, sensibiliser à ces stéréotypes, c'est évidemment quelque chose qui est important. Alors, la troisième chose, et là, bon, on a essayé de le faire, donc on est arrivé en 5 ans à faire passer le taux de présence des femmes dans les hauts potentiels de 12 à 18%. Donc là, en travaillant sur les stéréotypes, en travaillant sur des mécanismes où, dans les comités de sélection, on introduit des femmes, on introduit des internationaux, bon, ça, ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Alors, pour aller plus loin, c'est vrai qu'on s'interroge sur la discrimination positive. Bon, chez Total, on a lié 2 thématiques qui sont la féminisation et l'internationalisation. Pourquoi? Parce qu'on a un vrai problème d'internationalisation. Comme vous le savez, il n'y a pas de pétrole en France. Et dans les pays producteurs, nos filiales qui étaient traditionnellement dirigées par des Français ne veulent plus être dirigées par des Français. Donc, on doit faire tout ce qu'on peut pour identifier des gens de préférence de nos CDE, les promouvoir et finir par leur donner des fonctions de responsabilité dans leur pays ou dans d'autres pays. Or, pour le moment, on a 60% de nos cadres qui sont non français et on a 80% de nos dirigeants qui sont français. Donc, on perd aussi des internationaux. Et lier les 2 thématiques, ça permettait de travailler comme les ingénieurs aiment bien faire, c'est-à-dire avec un diagnostic, avec des indicateurs, avec des objectifs, avec des outils de suivi, avec des mesures bien quadrillées. Et donc, en ayant un volet de féminisation qui était ajouté au volet d'internationalisation, en essayant aussi d'avoir un business case pour la féminisation, c'est-à-dire dire on a tellement de projets de croissance qu'on n'a plus assez on ne peut plus recruter dans nos viviers, enfin c'est le mot que j'emploie tout le temps, dans nos viviers traditionnels qui sont les écoles d'ingénieurs français où on recrute des hommes. Donc il faut recruter des femmes dans les écoles d'ingénieurs français, mais aussi à l'extérieur. Donc il y avait un business case à la féminisation, ce qui fait qu'on a lié les 2. Et donc pour le meilleur ou pour le pire, je sais qu'il y a toujours un débat. On ne peut pas désespérer Neuilly-sur-Seine. C'est-à-dire que... non, mais oui, vous comprenez, mais c'est pas méchant de dire ça, et on le sait tous. C'est que si on veut arriver à des objectifs très ambitieux, que ce soit d'internationalisation ou de féminisation de notre top management, on ne peut plus promouvoir un seul Français. Chez Total, dans les 5 ans. Et pour les femmes, c'est moins évident, mais il y a ça aussi. Donc, à partir de quel moment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, il faut faire du fine-tuning, il faut faire de la communication, effectivement. Il faut essayer d'éviter que les hommes français, qu'on a recrutés il y a 15 ans ou 20 ans, bien bravement, en leur disant « mais vous serez un jour des grands chefs », ils ont ça en tête, ils n'ont pas démérité, et on ne peut pas, au nom d'une correction, d'une discrimination positive de fait, leur imposer une discrimination négative totale. Parce que c'est vrai que déjà maintenant, c'est le cas de le dire. Déjà, il y a plein d'hommes qui disent, mais enfin, maintenant, il faut porter une jupe pour être promu chez Total. Donc, si on y prend garde, la diversité, c'est une machine à fabriquer des anxieux et des déçus. Les déçus, c'est tous ceux qui sont éligibles, mais qui vont rien avoir, parce qu'on n'a pas quelque chose tout de suite. Et les anxieux, c'est tous les autres. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que c'est pas évident et qu'on en est vraiment là. Est-ce qu'il y a effectivement aussi des hommes qui pensent qu'ils font partie de la génération sacrifiée aux circonscriptions femmes ?
Écoutez, ça commence et c'est assez curieux, parce que je trouve qu'il faudrait plutôt des rattrapages pour les femmes pendant quelques années que le contraire. Alors, mais évidemment, chaque individu ne considère pas ça d'une façon générale, c'est clair. Alors, moi, je suis venue à la politique d'abord par le féminisme. J'étais à l'AFDU, je ne suis plus présidente, je précise, et on a monté avec Françoise Gaspard il y a quelques années le réseau Demain la parité, avec le but d'obtenir une réforme de la Constitution. Au départ, c'était pas vraiment ça, mais on a été obligé à cause du Conseil constitutionnel en matière politique. Et du coup, j'incitais beaucoup les femmes à aller en politique. On m'a dit, cocotte, t'as qu'à y aller. Alors, la cocotte, elle y a été. Et avec la double casquette, c'est très intéressant parce qu'on a du recul. Alors, donc, je suis rentrée au Parti radical de gauche. En quelques minutes, j'ai été déléguée nationale à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était merveilleux. Le parti était paritaire. C'était formidable. J'ai été tout de suite élue. Plus facile dans les petits partis parce que... Oui. Pour le premier coup, pas pour le deuxième. Mais ça, ce qu'on a dit tout à l'heure, je voudrais y revenir. Et donc élue au conseil municipal, tout de suite une investiture, moi à Versailles, évidemment, je n'avais pas beaucoup de chance, c'était contre Valérie Pécresse, elle a quand même été au deuxième tour à cause de moi. Ce n'est pas mon histoire personnelle, mais c'est un exemple que je vous raconte. Alors, ce qui m'a frappé terriblement, c'est que quand même, les parlementaires votent des lois. Les parlementaires sont des chefs de parti. Et ils appliquent à minima les lois qu'ils votent. Ça, c'est extraordinairement français. Les pays anglo-saxons ne se permettraient pas d'agir de la façon dont nos hommes politiques agissent dans les partis politiques. C'est indécent. Et tant que vous, les électeurs, au sens large, ne leur remettez pas dans la figure ce fait, ça sera dramatique. Alors, quand vous avez des grands partis, il y en a deux, ils font ce qu'ils veulent. Quand vous êtes un petit parti, vous pouvez encore plus, contrairement à ce qu'on vous dit, esquiver la loi sur la parité, parce que nécessairement, n'est-ce pas, nous sommes tenus aux accords de parti. Donc la parité, oh, encore Anne, tu vas encore nous parler de la parité, mais si, t'as vu, il y en a là. Bon, c'est pas vrai. Donc à chaque fois, ça baisse. On nous dit, dans les partis politiques, allez, une élection nationale, après vous êtes expérimenté, vous aurez une investiture gagnante la fois prochaine, c'est sûr. En 2007, toutes les femmes qui avaient de l'expérience ont toutes été retoquées. Pas une. Alors j'ai fait une déclaration à l'AFP disant que le PRG c'était le parti des potiches radicales de gauche. Ça n'a pas été apprécié. Vous vous en doutez. Mais que voulez-vous? Si on ne les fait pas bouger, nous n'y arrivons pas. Alors les réseaux, c'est très... Attendez, je finis sur le scrutin des sénateurs. On était contentes, nous, féministes, de se dire que la liste, parce que dès qu'il y a des scrutins de liste, les femmes sont gagnantes. Que certaines circonscriptions importantes des sénatoriales, c'était des scrutins de liste. Mais ces messieurs, c'était sans compter sur leur façon de faire. Alors, hop, une belle liste, hommes, femmes, toujours hommes, femmes, hommes, puis l'autre liste, dissidente, on se met en congé du parti pendant 2 mois, et puis on se fait lire en deuxième liste, premier de la liste, hein, dissident, et à peine élu, on est trop content, le parti, de récupérer son sénateur. Ce sont des pratiques qui sont françaises. Ce sont des pratiques de vous... Ma voisine le dit, c'est pas moi, comme ça va être enregistré. Mais c'est vrai que ce sont des pratiques indécentes, je le redis. Et c'est nous qui sommes responsables de ça. Alors sur les réseaux, c'est sûr qu'une femme, à partir du moment où elle commence à avoir un mandat, elle a un peu de force. Donc évidemment, on fait tout pour l'anéantir la fois suivante. Affaiblie, est-ce qu'elle sera de nouveau dans les instances dirigeantes du parti? Rien n'est moins sûr. Et c'est ainsi que les femmes sont éliminées. Alors on vous dit très gentiment, mais les femmes on les prend dans la société, dans la force vive de la nation, dans les associations. Mais c'est pas vrai. On prend la maîtresse, on prend la sœur, on prend la copine d'enfance, on prend éventuellement l'épouse, et on maintient par les femmes ce qu'on souhaite, c'est-à-dire son pouvoir. Bon. Alors, il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dénonce, il faut qu'on aille de l'avant avec courage et détermination. Moi, après ces paroles, vous doutez bien que mon avenir politique est derrière moi, mais ça m'est complètement égal, parce que je ne fais pas la politique uniquement pour avoir un pouvoir. Je fais la politique pour bouger les lignes. Et les lignes, ça fait des années qu'on essaie de les bouger. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est important? C'est qu'il y a une chose, il y a des années, justement avec Françoise Gaspard et d'autres, c'était dans les années 94, on se disait, mais montons un parti de femmes comme elles ont fait en Suède. Et alors après, on s'est dit avec la réforme de la Constitution, c'est plus possible. Mais moi, je commence à me dire que c'est ça que j'avais envie de faire. C'est monter un parti de la droite républicaine à la gauche républicaine, avec nous, le PRJ au centre et les Valoisiens, on sera content d'être ensemble, les Verts, etc. Et rien ne nous empêche d'être un parti de femmes, accueillant des hommes et proposant pour les élections des hommes comme des femmes. Voilà. Je pense qu'en France,
c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, faire nos réseaux de femmes. Parce qu'on ne vous parle pas aussi d'autres réseaux souterrains où les femmes n'ont pas vraiment le pouvoir, parce que c'est la franc-maçonnerie. Alors la franc-maçonnerie, c'est très bien, j'ai rien contre, c'est pas le problème, mais on parle de réseau. Alors les francs-macs féminines, je m'arrête après ça, elles existent. Mais les francs-macs qui ne sont pas féminines, c'est là où il y a le pouvoir pour les partis politiques. Il n'existe pas ailleurs. Donc ils se retrouvent là, tout est ficelé, c'est tout. Ma carrière dans une très grande entreprise et donc quand je suis arrivée donc au niveau du comité exécutif, j'ai compris qu'à ce poste-là, on pouvait commencer à faire bouger la ligne. Alors pourquoi ? Parce que tant que effectivement on essaye de faire bouger les choses par le bas, ça ne bouge pas franchement. On peut faire bouger les choses quand on commence par le haut. Et au niveau des femmes, ça me paraît extrêmement important. Quand on veut changer les choses dans une entreprise, il faut d'abord que le président lui-même soit convaincu qu'il y ait quelque chose à faire, un intérêt à pouvoir le faire. Ensuite, il peut prendre des mesures, il peut engager l'entreprise dans ses voies de réforme, notamment au niveau des femmes. Tant qu'on n'a pas convaincu ce niveau-là, ça ne sert à rien parce qu'on s'épuise. Donc aujourd'hui, tout le travail consiste effectivement à faire bouger nos entreprises par le haut. Ça commence, c'est petit, ça vient. Catherine a parlé donc de l'entreprise dans laquelle elle était. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, les entreprises qui bougent le plus dans le monde sont les entreprises d'origine anglo-saxonne, qui pratiquement toutes ont mis des mesures pour avoir plus de femmes, constituer des viviers de femmes, former les femmes, pour en fait leur donner des responsabilités. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est parti des États-Unis en 1996, quand la loi sur la diversity a été votée. Alors la diversity aux États-Unis, c'est quelque chose qui regroupe bien sûr toutes les minorités et les femmes sont dans ces minorités. Ce qui a toujours un peu exaspéré, si vous voulez, nous, femmes du côté Europe, parce qu'on n'aime pas beaucoup être mis dans les minorités, mais néanmoins, c'est comme ça. Donc ça a commencé à bouger aux États-Unis dans les années 96 et la grosse différence entre les États-Unis et la France, pour ne citer que la France en Europe, c'est que quand les Américains votent des lois, ils les appliquent. Nous, en France, on a toutes les lois qu'il faut, mais elles ne sont pas appliquées. Pourquoi ils les appliquent ? Parce qu'ils font des procès. Et comme les Américains et les entrepreneurs américains et les grands patrons, ils aiment bien, mais quand même les procès, ça coûte cher, au bout d'un moment, on applique les lois. C'est peut-être pas très glorieux, mais c'est comme ça. Nous, en France, il n'y a personne qui fait des procès, ou quand on fait un procès, de toute façon, c'est tellement fastidieux, et puis on se fait mettre en dehors de l'entreprise, qu'on y réfléchit à 2 fois. Donc voilà, donc si vous voulez, aux États-Unis, c'est parti. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? C'est que pour supporter ces entreprises, donc, et cette loi sur la diversité, il y a eu des réseaux de femmes qui se sont créés, partout. Il y en avait déjà existants, depuis pas mal d'années, mais il y en avait vraiment, ça a été la naissance des réseaux. Et comme finalement, c'est arrivé aussi en Europe. Et les réseaux de femmes ont commencé à se constituer, je parle des réseaux professionnels, ont commencé à se constituer dans la fin des années 90, début des années 2000. Et aujourd'hui, effectivement, on compte énormément de réseaux de femmes qui travaillent sur le sujet. Personnellement, moi, j'étais à France Télécom à ce moment-là, donc au niveau du comité exécutif, j'ai créé le premier réseau femmes au sein de France Télécom et j'ai commencé à travailler sur comment on peut avoir une plus grande mixité à tous les niveaux et à toutes les strates de décision d'une entreprise. Et c'est un gros travail, c'est un énorme travail. D'abord parce qu'il faut faire un constat. Qu'est-ce qui se passe ? Combien de chiffres ? Où on en est ? Tout, on est passé par là. On ne peut pas travailler si on n'a pas des chiffres. Donc on commence par dire où sont les femmes ? Et comme vous savez, il y avait beaucoup de statistiques dans l'entreprise qui n'étaient pas sexuées. Donc c'est pas si facile que ça de trouver, et c'était les mêmes problèmes dans les partis politiques, parce qu'en fait, en France, on avait aussi le fait que c'était pas sexué quand vous étiez dans une entreprise. Les statistiques, elles étaient pas faites avec hommes d'un côté, femmes de l'autre. Donc il a fallu faire ce travail. C'est un énorme boulot. Et une fois qu'on a fait ce travail, on a bien sûr constaté qu'il y avait quand même une minorité de femmes. Moi, j'ai quand même fait tout le comité exécutif. Pendant 7 ans, j'ai été la seule femme. Et j'ai pratiquement fait ma carrière en étant seule femme dans mes comités de direction. Sauf dans les miens quand j'ai pu, parce que là, j'en ai mis. Mais, donc, il a fallu avoir ces chiffres. Et une fois qu'on a eu les chiffres, on a dit maintenant où sont les freins. Alors, je vais vous raconter 2 anecdotes, puis j'essaierai de ne pas être trop longue. Première chose, on a essayé de voir ce que
tous les dirigeants. Moi, j'ai fait une enquête auprès des 30 dirigeants à ce moment-là, 98 en France, à France Télécom, sur 30 dirigeants qui étaient que des hommes. On leur posait la première question, qui était assez déroutante pour eux, c'était « Vous avez des enfants? Oui. Vous avez des filles? Oui. Vous avez des garçons? Oui. Vous les élevez de la même façon ?» Ils ne s'étaient jamais posé la question. Et effectivement, force de constater que plus de la moitié, et même presque les 3/4, j'ai quand même obtenu que, ben non, ils n'avaient pas la même ambition pour leurs filles et leurs garçons. 98, hein, c'était mes collègues, on avait le même âge. Donc ça, déjà, ça montrait que, voilà, il y avait quand même un problème dans les têtes. Puis après, deuxième question, mais quand vous nommez une femme, est-ce que vous avez l'impression de prendre un risque ou pas? À 90%, ils avaient l'impression de prendre un risque. Parce qu'on leur disait, mais si jamais elle échoue, ce qui est rarement le cas quand on nomme une femme à ce niveau, parce que, comme on disait tout à l'heure, les compétences étaient là, simplement, ils disaient, mais si j'ai nommé une femme, et si jamais elle échoue, tout à fait théorique, on va me reprocher d'avoir nommé une femme. On a pu inverser ça quand le président a dit, à partir de maintenant, je veux avoir des femmes dans tous les comités de direction. Donc chaque fois qu'un dirigeant nommait une femme, il se valorisait. Et donc, il ne prenait plus un risque. Ça a commencé à tout changer. Donc, vous voyez, après, il y a eu plein de mesures qui ont été mises, les hauts potentiels, la mobilité, les critères. Donc, il a fallu balayer tout un ensemble de règles de management de l'entreprise où même on ne savait pas qu'en fait, elles étaient des obstacles pour les femmes. Mais dans les faits, elles étaient des obstacles pour les femmes. Quand il fallait passer cadre supérieur à France Télécom, il y avait une mobilité géographique qui était nécessaire. Le jour où on a dit il faut mobilité fonctionnelle et mobilité géographique, on a trouvé des femmes. Avant, on n'en trouvait pas, ou on en trouvait très peu, parce que c'était compliqué. Voilà. Donc, je veux dire, ça demande de mettre en place énormément d'efforts, une vraie politique de changement. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne le font pas, beaucoup d'entreprises françaises qui ne s'y sont pas encore attelées, alors que dans les entreprises anglo-saxonnes d'aujourd'hui, la grande majorité, ne parlons pas des nordiques, les choses bougent. Juste m'autoriser, c'est toujours très frustrant d'être président quand soi-même on a une expérience d'entreprise et de fonction publique, dire que au fond, c'est pas forcément un hasard si des grandes entreprises anglo-saxonnes, on a dit pourquoi, et si aussi dans la fonction publique où on a mis en place des choses qui se mesurent et des observatoires, on arrive peut-être à donner un peu plus de continuité dans l'action, même si c'est encore insuffisant, même si c'est encore imparfait, mais on sait que ceux qui se mesurent progressent toujours plus vite que ceux qui se mesurent pas, et donc là il y a probablement des rapprochements possibles sur la façon dont petit à petit on peut reconquérir l'espace. Ce que j'ai entendu en tout cas, c'est qu'il y a des moyens d'action. Et par rapport à la progression finalement de notre réflexion collective, je crois que c'est assez important de le noter, à condition effectivement qu'il y ait une continuité, une volonté de direction générale ou de présidence quand on est dans d'autres instances, ou de leader politique, mais on y reviendra sans doute pour le politique. On peut quand même s'interroger sur le fait de savoir si il n'y a pas l'illusion d'un consensus sur ces questions. Au fond, on sait bien, la parité, c'est la justice, la parité, c'est le progrès social, la parité, c'est... En réalité, quand on y regarde de près, et ça rapporte tout à fait, enfin ce que je dis, ça rapporte tout à fait au verrou, quand on vous écoute, il n'y a pas la même conception de l'intérêt général. L'intérêt général n'est pas vu de la même manière par ceux qui pensent qu'il faut des femmes ou ceux qui pensent que c'est plutôt un risque, comme vous dites, car c'est encore le cas quand même dans un certain nombre de situations, de mettre des femmes. Donc je crois qu'il y a quand même toujours autour de ces questions le fait d'assumer le conflit, le désaccord, le fait qu'il n'y a pas consensus. Il n'y a pas consensus sur l'égalité. Si, sur la valeur de l'égalité, il y a consensus, mais pas sur les moyens de l'atteindre. Et il n'y a pas consensus, je crois, autour de cette place des femmes dans les structures de pouvoir. Alors bien sûr, le modernisme, les ressources humaines, la démocratie, forcément, devraient conduire vers le consensus. Mais n'empêche que quand on regarde de près, on s'aperçoit que ce consensus, de fait, à mon avis, n'existe pas. Bon, voilà. Et que finalement, il y a aussi... C'est pas, on dit souvent quand on s'occupe... Enfin, c'est un jeu gagnant-gagnant. Jusqu'à un certain point. Il y a aussi des gens qui considèrent que c'est un jeu où il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Bon, voilà. En tout cas, mais il me semble que dans certaines circonstances... Alors, de ce point de vue-là, bon, je ne voudrais pas risquer trop de... Mais c'est vrai que la sphère économique, peut-être quelquefois, avoir plus d'argumentaire
notamment parce qu'effectivement, il y a la question de la réflexion en matière de ressources humaines. Bon, il y a la démocratie d'un côté, il y a les ressources humaines de l'autre, mais on pourrait s'interroger sur le fait de savoir, au fond, est-ce que c'est plus facile de triompher des obstacles dans la sphère politique ou dans la sphère de l'entreprise? J'en sais rien. C'est une question probablement assez vaine, mais enfin, qui mérite peut-être d'être posée quand même. Alors, la deuxième question, au fond, elle a trait à la question des parcours. Est-ce que, effectivement, on peut à un moment, à un instant T, décréter comme ça, qu'on donne un poste à une femme, un mandat, ou qu'on lui donne un poste dans une entreprise? Certainement pas. Il y a un processus, il y a un parcours, il y a une histoire, il y a une anticipation. Donc, qu'en est-il de cette question, de l'opportunité qui serait ou non donnée aux femmes de faire des parcours qui soient ceux où elles peuvent développer, apprendre des choses, développer des compétences, faire des apprentissages, y compris celui du pouvoir, etc. Et couper court à ce genre de raisonnement qui consiste évidemment à piocher quelqu'un qui n'a pas du tout peut-être le profil voulu, la mettre dans une situation effectivement très risquée, où peut-être elle va avoir beaucoup de mal à affronter la situation, ça peut aussi arriver. Bon, donc voilà, qu'en est-il de cette question des parcours, de cette question de la capacité que peuvent avoir les femmes à acquérir les compétences et le profil, au fond, qui va leur permettre d'accéder, si vous voulez, aux sphères de pouvoir? C'est une question qui est assez difficile parce que les réponses sont infiniment variées. Elles dépendent de beaucoup de paramètres. D'abord, moi, je voudrais recaler un petit peu ce dont nous parlons. Tout de même, la loi sur la parité a bien fait avancer les choses. On se rappelle qu'il y a un certain nombre de lieux où les femmes sont arrivées en nombre. Deuxièmement, concernant l'expérience que j'ai relatée du Parti socialiste et des législatives, nous avions 24 femmes députées sortantes. Nous en avons 50 et 58 même, si on considère le groupe dans son ensemble, avec nos amis radicaux, justement. C'est-à-dire que nous nous approchons de ces fameux 30% de femmes dans le groupe socialiste, qui est considéré comme le seuil à partir duquel une minorité peut intervenir. Donc je souhaitais bien dire ça d'abord, parce que c'est trop facile ensuite de dire « mais de quoi se plaignent-elles » Alors ce dont on se plaint en fait, c'est justement de ne pas être reconnu pour nos compétences. Dans cette histoire de compétences et de critères, eh bien, je dois vous avouer que je n'y vois pas très clair. J'ai un petit peu l'impression que les hommes, en politique, se reproduisent par sissiparité. Et que les femmes n'entrant pas dans la sissiparité, elles en sont évidemment exclues. Alors, les hommes, ils se reproduisent à partir des mandats multiples qu'ils ont. Alors, tel maire, tel conseiller général, voilà, qui va nous faire un excellent candidat aux législatives. Et telle femme maire et conseillère générale, eh bien, on n'y pense pas. Et on ne la voit pas. Et j'ai envie de dire que une des choses qui pèse le plus lourdement dans ces désignations de femmes, c'est la paresse. Quand j'étais étudiante en lettres classiques, on parlait de la loi du moindre effort en linguistique. Eh bien, c'est pareil en politique. Quand on regarde autour de soi et qu'on est un décideur, eh bien, on voit monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel, et on ne voit pas madame un tel et les compétences et les qualités qu'elle peut avoir. Alors évidemment, c'est très plombant sur la carrière des femmes. Quand nous étions en commission électorale, ce n'est pas un secret que je vais révéler et je m'en voudrais de le faire. Quand on parlait de circonscription à pourvoir et d'une candidature, il y avait toujours quelqu'un, un monsieur, qui disait « Ah, un tel, c'est le candidat légitime et naturel ». Légitime et naturel, voilà une expression qui m'a longtemps laissé coite. Puis un beau jour, je me suis dit, mais légitime, ça veut dire c'est prouvé par la loi, et naturel, c'est nature. Qu'est-ce que la nature vient faire là-dedans, hein? Quand on a lu un peu Rousseau, on se dit, je vois pas bien la question. Par contre, concernant les femmes, là, il y a une étiquette qui vous plombe une donzelle en 2 temps 3 mouvements, c'est « elle est folle ». Et ça arrive très souvent. Je plaisante pas là-dessus, parce qu'on retourne dans cette affaire sur les vieux démons qui plombent les rapports entre les femmes et les hommes. Hein. Et donc, voilà, on parle d'une circonscription, il y a une telle qui se présente et on dit « oh, elle, non, elle est folle ».
Mais ça peut être des gens qui ont des grandes responsabilités, ça peut être des gens qui ont fait des choses tout à fait remarquables, ça peut être une première fédérale, ça peut être une vice-présidente de conseil régional ou général. C'est incroyable tout de même. Et quand on s'interroge sur ce sens, moi je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est vrai que quelquefois il s'agit de personnalités, de femmes, qui ont beaucoup de vigueur et qui réagissent vivement et qui ont des comportements déconcertants dans un univers d'hommes. Mais que nous, les femmes, on ne trouve pas tellement stupides d'ailleurs. On trouve qu'elles ont drôlement raison de se mettre en colère quelquefois. Voilà comment les choses se passent. Et je vous invite à regarder, parce que les mots, ils ont un sens tout de même. Hein. Vous voyez, légitime, naturel d'un côté, de l'autre côté, folle. On ne va pas jusqu'à hystérique, bien entendu, mais ce sont des termes qu'on utilise. C'est pas loin, hein, c'est pas loin. Alors, sur la question de la compétence des femmes, puisque c'était là-dessus que vous nous interrogiez, eh bien, ces compétences, elles sont sans arrêt remises en cause. J'ai des exemples de camarades, maires de ville, qui ont fait des mandats remarquables et qui sont accusés d'incompétence. Et qu'un chef de cabinet l'a trahi, sans sourciller, sans barguigner. Et heureusement, les choses se sont rétablies ensuite, mais on assiste à des situations qui sont proprement incroyables. J'ai le souvenir c'était pour les municipales, d'une personne, maire d'une ville, non loin de Paris, qui avait gagné sa ville, avait trouvé les finances dans un état épouvantable, qui les avait remises droites. Elle était inspectrice des impôts, ça aide. Et au moment de la désignation pour un second mandat, voilà que sa section n'en voulait plus. Alors on s'interroge, le mandat s'était pas bien passé, il y avait eu des problèmes? Non. Je l'ai entendu de mes oreilles. Elle n'était pas gentille. Ah! Nous voilà devant encore un nouveau souci de compétence pour les femmes, j'imagine. Parce qu'en plus, il faut être gentille. Il faut être gentille et je ne sais pas bien d'ailleurs ce que ça veut dire et ce que recouvre l'expression, mais j'y sens quelque chose qui est comme un stéréotype féminin auquel on rêverait. Voilà, donc peut-être est-ce que je peux dire encore un tout petit mot si vous m'y autorisez. Parmi les femmes qui ont perdu leur ville, il y a 4 camarades qui avaient fait des mandats absolument remarquables de maires, qui avaient gagné leur ville, qui les ont perdues. Toutes les 4, et il y a peut-être ici des chercheurs dans la salle, s'interrogent sur les raisons pour lesquelles elles ont perdu leur mandat. Et elles disent des choses extrêmement intéressantes et je crois qu'il faudrait aller les écouter sur la manière dont, dans leur administration municipale, on leur a tenu une rigueur que moi je trouve scandaleuse sur l'honnêteté dont elles ont fait preuve, sur la rigueur qui a été la leur. Et je trouve que ça, on parle là en ce moment des compétences des femmes, hein. La manière dont elles sont prises en compte, la manière dont elles sont traitées, ça mérite peut-être que des jeunes gens qui ont les outils que je n'ai pas s'interrogent sur ces parcours. Première chose, attrait à l'autorité. Bon, ce que disait Marie-Claude est très vrai dans l'entreprise. Quand le chef dit « je veux voir qu'une seule tête », ben, en principe, on voit qu'une seule tête. Et je crois qu'il y a plus d'autorité dans le monde de l'entreprise que dans le monde de la politique. Donc ça permet peut-être aux choses d'avancer plus facilement. Même s'il y a évidemment des stratégies d'évitement personnelles qui seront plutôt au niveau du middle management qu'au niveau de la direction générale. Donc là, ça me semble une chose qui est importante. Bon, la deuxième chose, là, effectivement, j'ai entendu les mots que vous disiez, le mot naturel. Vous avez parlé de reproduction aussi. Alors moi, il y a une chose que je sens, qui est peut-être confuse, qui n'est pas très facile à partager, mais plus j'avance et plus j'en suis convaincue, c'est que dans toute cette affaire, entre le pouvoir et la carrière des hommes et la carrière des femmes, il y a beaucoup qui a à voir avec ce que j'appellerais peut-être un besoin d'éternité. Bon, ça va être un peu bizarre ce que je vais vous dire. Moi, je suis mère de famille, j'ai 2 grands garçons, et c'est vrai qu'il y a un avant et un après du moment précis de la naissance de mon premier enfant, où il y a, quand vous êtes mère, une qualité d'angoisse que vous n'avez plus, parce que vous vous dites, bon, enfin, je vais dire ça, la survie de l'espèce est assurée. Il y a quelque chose après vous. Ce qui ne veut pas dire que vous allez vous consacrer tout à fait à cette chose après vous que vous avez faite, enfin oui, que vous avez produite, mais que
il y a tout un pan de l'histoire qui est réglé. Vous n'allez plus devoir vous dire qu'est-ce qu'il y a après moi. Mais c'est évident, il y a cette petite chose qui est là et cet étranger qui est venu de moi. Et je crois que les hommes n'ont jamais ça. Donc je crois que les femmes peuvent, que ce soit quand elles sont mères ou que ce soit parce qu'elles ont, bon là depuis des siècles et des siècles, intégré cette histoire de la maternité, que les femmes peuvent être beaucoup plus libres par rapport à la création et par rapport à la partie d'elles-mêmes qu'elles vont investir dans la vie sociale et dans la vie économique, etc. Tandis que les hommes, je les vois sans cesse en recherche de ça. Je les vois sans cesse à la poursuite d'eux-mêmes. Et je vois que dans le monde de l'entreprise, ils ont ce besoin de clonage qui va bien au-delà d'un jeu de pouvoir, qui va bien au-delà de tout ce qu'on dit, de cet amour-haine qu'on peut avoir entre nous et de ce besoin de suprématie. Il y a quelque chose de très profond. Et moi, je dirais, les hommes dans le monde de l'entreprise, on peut faire la distinction entre ceux qui s'investissent et qui se prolongent dans un homme trop jeune, ça veut dire qu'ils ne peuvent se prolonger que dans un enfant, donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas vieillir, ou ceux qui se prolongent dans leur clone, mais un peu praticable comme successeur. Mais qu'en tout cas, je crois que les hommes sont sans cesse à la recherche de cette plénitude qui est de se dire il y a un après moi. Ils ne peuvent pas la trouver de la même façon dans la paternité et dans l'entreprise, ils vont mettre en mouvement des forces très très profondes pour y arriver. Bon, donc c'est pas tout de l'histoire, c'est même peut-être pas l'essentiel, mais c'est quelque chose que je sens. Et voilà, simplement je le partage. J'aimerais qu'on aille peut-être un peu plus loin et pour le politique et pour tout à l'heure pour Madame Perrache sur cette question. À la fois effectivement mais là je pense qu'on raisonne aussi beaucoup peut-être sur des carrières et sur des parcours de cadres, hein. Je ne suis pas sûre qu'on raisonne sur tous les parcours professionnels de la même manière. Je me souviens que Bénédicte Bertha-Moreau, à un moment donné, avait fait une étude sur un peu les dirigeants et sur où se construisait l'autorité légitime. Il me semble que c'était bien comme ça, n'est-ce pas, Bénédicte, à l'époque où nous travaillions ensemble sur ces questions dans d'autres entreprises. Et je crois que, en tout cas, autour de... Alors vous avez une explication qui peut être de l'ordre plus du culturel et de l'identitaire sexué, si j'ose dire. Enfin, c'est partiel, il n'y a pas de ça. C'est partiel, voilà, oui, je l'entends bien comme ça. Mon expérience m'amène à penser qu'effectivement la modélisation, et on a fini tout à l'heure la précédente table ronde sur la question des figures et des représentations historiques, mais la modélisation qui fait qu'à un moment donné on peut se sentir légitime et être digne de quelque chose quand on est une femme va puiser plus difficilement, hein, dans les repères et dans les différents modèles. Mais cette question, moi, je crois vraiment qu'elle est centrale, et elle est très centrale, me semble-t-il, aussi dans le politique, hein, où, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Couraud, les modèles de référence politique sont beaucoup plus masculins de manière historique que féminin. Et est-ce qu'on arrive alors, donc, par les réseaux, par les parrainages, par les mentors, par toute une série de choses, à renforcer des logiques d'autorité légitime dans le politique et dans l'entreprise? Alors on en parlait tout à l'heure des réseaux, mais est-ce qu'il y a d'autres techniques d'une certaine manière? La politique, c'est vraiment le lieu par essence de la conquête du pouvoir. Par essence, sans règles, c'est barbare. Donc là, vous vous rendez compte que des gens qui sont tout à fait aimables, charmants et tout à fait civilisés dans le commun de leur vie deviennent des barbares pour obtenir des postes et pour gagner. Alors la première sélection, elle se fait au sein d'un parti. Et donc, au sein d'un parti, ce ne sont pas les compétences habituelles qui comptent, mais le pouvoir qu'une telle personne que vous allez parrainer, sur l'expression que vous avez repris, ou que vous pensez être un soutien à votre propre carrière, que vous allez privilégier. Donc, la compétence de la personne n'a pas d'importance en tant que telle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez dans les partis politiques que des gens brillants qui viennent un moment partent, parce qu'ils n'y trouvent pas d'intérêt et qui sont effarés. Et c'est le problème majeur en France. Bon. Alors, vous avez ce problème des réseaux. C'est absolument nécessaire, les réseaux. Mais ce que disait un jour Édith Cresson, interviewée il y a un an, ça m'avait beaucoup amusé. Elle disait, mais les petits garçons, dès le départ à la maternelle, on se rend compte qu'il se crée des réseaux, des bandes de garçons. Et puis ça continue. Au lycée, etc., en fac, les filles, non. Et c'est ça, d'après elle, qui manque et que les filles ne savent pas faire. Et ça se reproduit dans les partis politiques où il n'y a pas, et Geneviève ne me démentira pas, de lobbying femmes dans les partis politiques. Pourquoi ? Parce que quand vous avez été une femme, vous n'avez pas été choisie par une autre femme, vous avez été choisie majoritairement par des hommes, et que donc vous devez votre pouvoir, votre situation et votre futur à des hommes.
Et tant que ce verrou-là n'aura pas sauté, on n'aboutira à rien. C'est encore plus flagrant à l'UMP ou dans ces partis-là, mais c'est vraiment là où, s'il y a des recherches, il faut absolument qu'elles soient intensifiées pour le dénoncer. C'est là où les choses sont terribles. Alors, quand on parle du recrutement politique ou les recrutements des entreprises, parce que comme moi je suis aussi à cheval dans le monde économique et le monde politique, quand vous n'êtes pas satisfait, au pire, dans une entreprise, et que vous êtes cadre, je ne parle bien entendu pas des 80% de femmes emploi précaires, je parle des cadres et des cadres supérieurs, vous avez quand même l'opportunité, éventuellement, quand il y a moins de crise, de changer d'emploi. Parti politique, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez le voisin, vous êtes un social traître? Donc c'est là aussi on vous tient. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait, on vous taxe d'horreur, alors que quand vous êtes dans le recrutement politique, vous n'êtes jamais sur vos idées. On ne vous demande jamais votre opinion. Votre opinion est acquise. C'est la norme et c'est rigide. Et nos amis socialistes le savent encore mieux que les radicaux qui sont finalement des humanistes qui n'ont pas des règles, des fondamentaux aussi de collectivisme dans lequel on ne sait pas, nous on n'a jamais été comme ça, donc c'est plus simple. Et puis on est scindé en deux, donc on est à gauche, on est à droite, on est au centre, tout est plus simple au niveau des fondamentaux. Non mais il faut être clair quand même. Donc on ne peut pas nous taxer d'être des traîtres, mais quand même ceux qui partent dans d'autres partis, vous vous rendez pas compte les insultes qu'ils peuvent recevoir. Les insultes. Taubira, en acceptant une mission récemment, comme vous le savez, a reçu les pires insultes du parti, alors que globalement, nous sommes dans la mouvance et l'ouverture et ça ne posait pas de problème. Alors, c'est vraiment quand vous voyez également, souvenons-nous du Portugal, de l'Espagne et de la Grèce, il y a quelques années, c'était des dictatures. Tout de suite, ils ont mis 30% de femmes partout. Et ces femmes, où ils les ont pris. Et alors là, ils ont choisi des femmes compétentes, parce qu'ils avaient besoin urgemment de femmes. Donc ils ne pouvaient pas se permettre de faire n'importe quoi. Ils les ont pris dans des associations, présidentes d'associations qui avaient une expérience, une spécificité. Elles les ont pris comme chefs d'entreprise, ou autres, enfin, ou des chercheuses, ou bon, peu importe. Il y avait des viviers, et ils les ont reconnus, les viviers. Et ils continuent à fonctionner de la même façon. Ça n'existe pas en France. Alors notre vieille démocratie est terriblement engourdie. Les gens passionnés, compétents, nous ne savons pas le retenir dans les partis, quels que soient les partis. Je dis nous, mais je me sens beaucoup plus associatif que politique, parce que bon, mais je dis nous quand même. Et que je vois que, par exemple, les fondamentaux, les choses sur lesquelles les gens aiment réfléchir, bon, on les fait plus réfléchir. Les contributions, celles qui sont vraiment intéressantes, fouillées, c'est pas celles qui passent, parce qu'il n'y a personne qui les soutient. Là aussi, les contributions, donc le travail intellectuel des partis, ce qui est regrettable aussi, c'est que celles qui ont des succès, c'est celles qui sont soutenues par différentes fédérations. Alors je termine là-dessus, vous allez comprendre où est le problème. Dans ce parti-là, alors les instances dirigeantes sont paritaires. Bureau national, 25 femmes sur 48 membres. Le secrétariat national, 21 membres, 10 femmes. Fédération, 22 fédérations régionales, 2 présidentes. 96 fédérations départementales, 6 présidentes. Vous avez compris? Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Moi, je constate que effectivement, les femmes, pour moi, elles sont aussi compétentes que les hommes. C'est-à-dire qu'elles ont les formations qu'il faut. Ce qu'on pouvait nous rétorquer il y a 30 ans, où effectivement, les écoles de commerce, les grandes écoles polytechniques n'étaient pas ouvertes aux femmes. Moi, je suis allée à HEC à Montréal parce que HEC n'était pas ouverte aux femmes en France. J'avais un peu des boutons à faire HEC jeune fille, c'est pas péjoratif, mais voilà. Et puis donc aujourd'hui, on constate aussi que les femmes sont presque plus diplômées que les hommes. On est à 55% en Europe de femmes diplômées de l'université. Enfin, les diplômés, 55% sont EES. On est de plus en plus légitime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus de métiers qui sont réservés exclusivement aux hommes. Je crois qu'il y a encore les sous-marins qui ne sont pas ouverts aux femmes. Ils ne savent pas très bien comment faire. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a encore 14% de femmes dans les instances dirigeantes, 8,5% en France dans les conseils d'administration et 6% dans les comités exécutifs. C'est-à-dire qu'effectivement, on a 49 femmes qui siègent aujourd'hui dans les conseils d'administration du CAC 40, sur presque 600 administrateurs, et dans les comités exécutifs des entreprises du CAC 40, actuellement, on a encore 21, retenez bien le nom, 21 entreprises qui n'ont aucune femme dans leur comité exécutif sur 40. Donc voilà, on a donc cette espèce de panorama. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Quand on rencontre aujourd'hui un président du CAC 40, ce qui m'arrive en ce moment, je les vois un peu tous, et que je leur pose la question de savoir pourquoi ils ne mettent pas plus de femmes dans les conseils d'administration, la réponse est assez implacable, on est assez français là-dessus, mais regardez comment sont constitués les conseils d'administration. En général, c'est les présidents d'une autre entreprise qui participent au conseil d'administration de l'entreprise. Comme il n'y a pas de femmes présidentes aujourd'hui au niveau du CAC 40, il n'y a pas de femmes dans les conseils d'administration CQFD. Très bien. Donc maintenant, si on en reste là, on ne va jamais bouger. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on essaye de réfléchir quand même. Alors effectivement, dès qu'on met la main sur certaines femmes, les 49 fameuses femmes qui sont dans le CAC 40, c'est toujours les mêmes. Total, avec beaucoup de mérite, vient de mettre 2 femmes, sauf que effectivement, je constate que Patricia Barbizet, qui vient de rentrer, elle est déjà dans 5 conseils d'administration, elle a fait son total, c'est parfait, puisqu'on plafonne le nombre de... Mais voilà, mais c'est bien, je suis très contente pour Total, mais on prend toujours les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font confiance qu'à des gens qui, à un moment donné, on ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque à ce niveau-là. C'est très louable, mais je voudrais savoir si chaque fois qu'on nomme un homme dans un conseil d'administration, on a en tête le fait qu'on ne prend pas plus de risques. Très bien. Alors, les femmes, pourquoi on ne les voit pas? D'abord, elles ne sont pas visibles. On a déjà beaucoup abordé ce problème. Effectivement, les femmes sont moins visibles parce qu'on n'est pas dans les bons réseaux, parce qu'on n'est pas, nous, on ne travaille pas notre visibilité, c'est un de nos points faibles. Hein. Et donc aujourd'hui, effectivement, pourquoi les réseaux de femmes se sont créés? Parce qu'un jour, on s'est retrouvés comme ça, de façon très informelle, au moment de... Puis on s'est dit, non, d'une pipe, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut que ça bouge. Comment on peut se rendre visible? Donc effectivement, je pense que les réseaux de femmes aujourd'hui apprennent aux femmes à se rendre visibles. Alors pourquoi elles ne vont pas dans les réseaux, les fameux réseaux? J'ai une question, tenez, je vais vous poser une question. Je vais poser 3 questions très vite. Dans la salle, quelles sont vos grands-mères? Est-ce qu'elles travaillaient? Levez la main. Est-ce qu'elles avaient des responsabilités? Très bien. Vos mères, est-ce qu'elles travaillaient? Ben voilà, on y est presque au total. Est-ce qu'elles avaient des responsabilités? Ben, il y a déjà plus de mains. Et donc vous-même, je ne vous pose pas la question, vous êtes là. Donc les choses bougent, si vous voulez, mais c'est quand même très lent, quoi, hein. Et puis je vais vous poser une autre question. Vous, dans la salle, là, dans combien de réseaux participez-vous? Participez-vous à des réseaux, les femmes? Oui, toutes des réseaux, mais des réseaux professionnels? Mais c'est déjà pas mal, oui. Parce que vous êtes probablement un peu militante, mais bon, voilà. Mais quand on pose la question aujourd'hui, il y a très peu de femmes encore dans ces réseaux. Aujourd'hui, il y en a quand même de plus en plus. Et ces réseaux, ils font bouger les choses. Ils font bouger les choses, pourquoi? Parce qu'il faut travailler à 3 niveaux aujourd'hui pour faire bouger les choses. Il faut travailler, comme on l'a vu, sur les instances de direction des entreprises. Il faut travailler sur les femmes elles-mêmes et il faut travailler sur les hommes pour enlever les incompréhensions. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhensions aussi aujourd'hui. Quand on a certains faits, ils ne sont pas interprétés de la même façon par les hommes et par les femmes dans l'entreprise. On appelle ça un peu le bilinguisme de l'entreprise. Nous, les femmes, on a été forcés d'apprendre les codes de l'entreprise, on a été forcés d'apprendre le langage de l'entreprise. Des entreprises ont été créées pour les hommes et par les hommes, et ça reste quand même dominant. Les hommes n'ont pas fait le même effort depuis que les femmes rentrent dans l'entreprise pour apprendre effectivement ce que c'est effectivement d'être une femme dans l'entreprise. Et ça s'apprend. Voilà, simplement aujourd'hui, c'est très peu enseigné. Donc il y a très peu d'écoles aussi aujourd'hui qui apprennent le leadership qui est au féminin ou le leadership au masculin. Et ça, il y a quelques grandes écoles qui commencent à avoir ces cours-là, mais il y en a très peu. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, dans les réseaux, on travaille beaucoup sur les femmes, dans le sens où on apprend ce que c'est le leadership au féminin, on apprend ce que c'est les codes de l'entreprise, on fait des réunions, on a le cercle interrel, on a plein de choses comme ça qui fonctionnent, sur lesquelles on travaille là-dessus. Et puis on apprend aux femmes à se rendre visibles. Alors les femmes, effectivement, elles n'aiment pas aller dans les réseaux très institutionnels. Pourquoi? D'abord parce que les horaires de réunion sont souvent très tard, parce que effectivement les sujets qui sont traités ne les intéressent pas forcément, et donc on n'y va pas. Donc effectivement aujourd'hui, il faut savoir que la cooptation, mot qu'on a beaucoup cité aujourd'hui, eh bien les femmes ne sont pas en visibilité pour être cooptées. Et puis ensuite, effectivement, elles ont des comportements un peu différents aussi. Et donc, on arrive exactement dans l'entreprise aussi sur le fait que quand on veut nommer une femme quelque part, d'abord, on ne sait pas qui nommer, on ne les connaît pas, et on est sous les radars.
Et donc, il faut qu'on apprenne aussi à être visible. Et ça, c'est un très gros travail aujourd'hui qu'il faut mettre en place. Une troisième question qui est plus, y a-t-il une spécificité des contributions féminines dans l'exercice du pouvoir? Vous avez un peu abordé cette question. Je le dis pour les questionneurs aussi à la table, on a envie de, chacune a un remords et a besoin d'exprimer quelque chose qui n'a pas été dit. Et puis après, on passera la parole au débat. Du Conseil des ministres de l'Union européenne de mémoire 12 octobre 2007, qui dit que l'égalité de droit est vraiment, au niveau des textes, en marche dans l'Europe, mais l'égalité de fait ne sera là que par la formation. On en a parlé un peu tout à l'heure, et nous, à l'AFDU, l'Association des femmes diplômées des universités, on est très convaincus de ça. C'est pour ça que le premier diplôme interuniversitaire à l'égalité des femmes et des hommes a été créé avec le soutien d'ailleurs du Conseil régional, Paris 6, Paris 3, et que ce genre d'initiative doit se multiplier en province parce que l'ignorance est absolue sur l'histoire, non pas uniquement des femmes, où effectivement tout à l'heure on nous a dit qu'elles étaient, on a un, mais j'enseigne l'histoire des droits des femmes, mais je peux vous dire que les gens ne connaissent rien à cette histoire, et donc comment voulez-vous qu'ils aient des référentiels au niveau des problématiques quand on parle de ces questions? Ils pensent que ce qu'ils ont appris dans les livres d'histoire est la vérité authentique. Ils pensent que les cours de catéchisme ou qu'ils apprennent dans les histoires religieuses d'autres religions autres que chrétiennes, c'est aussi la vérité incarnée. Non, ce n'est pas vrai. Les théologiennes revisitent, les historiennes revisitent. Nous ne sommes pas que sur les fresques de la Sorbonne. Et c'est vrai que c'est important de le dire, de le marteler et d'aller de l'avant dans ces problématiques parce qu'il y a une ignorance absolue. Sur la formation, vous avez tout à fait raison. Nous, on s'est rendu compte, et eux-mêmes s'en rendent compte aussi, que nos dirigeants ne connaissent pas les concepts de discrimination. Ils ne savent pas. Et donc maintenant, on lance toute une série de formations sur ça, sur ces questions. Quand est-ce que vous êtes en risque, justement? Parce qu'on part du risque, parce que ça, le risque, c'est quelque chose qui fait peur. Et donc, c'est vrai que c'est une chose qui est importante. Bon, comme on parle du risque, je suis d'accord avec vous. Ce qu'on dit, nous, en entreprise, on sait ce que c'est le risque financier, on sait ce que c'est le risque industriel, plus ou moins, mais le risque social, ça, c'est un concept qui reste à construire. Alors sur la question des réseaux, bon, moi je ne considère pas que ce soit une panacée. Je ne crois pas qu'il soit bon de construire des réseaux de femmes simplement pour contrer des réseaux d'hommes en disant moi personnellement c'est quelque chose qui intellectuellement je dirais non mais dire voilà on fait un réseau et puis voilà on est contente parce qu'on fait un réseau, je crois que c'est un peu dangereux. Moi quand je vois la façon dont ça a été fait chez Total, il y a une femme qui a dit on va faire un réseau et la première chose qu'elle a faite c'est dire mais c'est un réseau pour les femmes cadres, surtout pas les étames parce qu'on veut parler d'expatriation, on veut parler de mobilité, etc. Et là, moi j'avais pas, c'était libre, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour ouvrir ce réseau aussi aux étames, parce que si un réseau commence lui-même à exclure, même si c'est au nom d'une bonne cause, et surtout sur des questions comme celle-là, je trouve que c'est extrêmement délicat. Moi, il me semble que le réseau qui fonctionne le mieux dans ceux que je connais, enfin vous le connaissez évidemment infiniment mieux que moi, c'est le réseau d'Accenture qui s'appelle Accenturel. Mais pourquoi est-ce qu'il fonctionne bien? Parce qu'il offre aux femmes quelque chose qui est le core business de l'entreprise. Elles font du mentoring structuré et du parrainage de femmes. Mais pourquoi est-ce qu'elles le font bien? Parce que c'est un métier chez eux. Nous, quand on essaye chez Total de faire du mentoring, finalement, c'est vrai que si on interroge l'histoire de chaque personne a eu un mentor, mais chaque fois, c'est des successions d'histoires d'amour, c'est des successions de coups de foudre entre deux personnes qui s'entendent. Dire maintenant, on va faire du parrainage, c'est très difficile. Moi, je le vois par ailleurs, parce qu'on est engagé dans beaucoup d'actions de parrainage de jeunes de banlieue, parce qu'on s'est dit que c'était quelque chose de bien. Bon, il y a des conditions qui font que ça marche, et vraiment, et des limites aussi, qui sont des limites d'affinité, des limites d'histoire d'amour et de désir. Donc là, je crois qu'il faut faire très très attention à ça. Nous, notre réseau, maintenant, on arrive à le faire exister parce qu'on a voulu le professionnaliser et dire, on fait maintenant des groupes de travail on suggère à des responsables de ressources humaines de nous faire des commandes. Et donc le réseau de femmes devient exécutant de commandes des ressources humaines maintenant on travaille sur la question du plafond de verre, sur celle des doubles carrières, sur celle des valeurs de Total et aussi sur celle des étames, en veillant à ce que dans ces groupes, il y ait aussi des hommes qui sont minoritaires, mais de façon à ce que ce ne soit pas, que ce soit professionnel, et là, ils s'y mettent, et ils travaillent, ils posent des questions qu'on n'a jamais posées, même dans nos analyses à nous, mais je crois que c'est extrêmement difficile, et que vous avez raison sur la visibilité, mais je crois que cette question de la visibilité des femmes,
sera résolu le jour où on sera invisible. C'est-à-dire que la première femme, bon, elle paye les pots cassés parce que de toute façon, elle casse les plâtres, elle n'est jamais la bonne. Et puis, une fois qu'il y en a 2, qu'il y en a 3, alors ça s'arrange. Moi, je vois chez Total, il y a 5 ans, on était 4% de femmes parmi les dirigeants. Effectivement, on était très visibles et donc, bon, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, on est 8%, c'est toujours pas grand-chose, mais on voit dans les directions de dirigeants, dans les réunions de dirigeants, c'est plus un événement quand une femme prend la parole. Elle prend la parole comme porteuse d'une compétence. Elle ne prend plus la parole comme femme et plus personne ne relève, tiens, une femme a parlé. Donc je crois qu'il y a des effets de seuil à un moment qui sont importants et effectivement, pour que ce soit plus toujours les mêmes Barbizet ou Anne Lauvergeon qui viennent dans les conseils, il faudra qu'il y ait, à un moment, il y en aura une centaine et ça ira mieux. Je voudrais juste ajouter à cet effet, puisqu'il y a dans la salle quelqu'un, Annie Fouquet, pour ne pas la nommer, qui était comme moi directrice d'administration centrale au ministère des Affaires sociales dans les années 2000. Et à un moment donné, en 2002, le monsieur a réuni l'ensemble des directeurs d'administration centrale du ministère dans une salle, de tous les ministères dans une salle. Alors nous, on était aux affaires sociales, on avait l'impression qu'il y avait une certaine mixité puisqu'on était 2 et puis il y avait 4 hommes, donc globalement, on n'avait pas le sentiment d'être des oiseaux rares. Et on s'est retrouvés dans cette salle et à part une femme qui était habillée en militaire et une autre, eh bien, nous étions 6 sur 159. Voilà. Et là, on a eu comme un choc, hein, je pense, enfin, je sais pas si Annie s'en souvient, mais on s'est quand même, alors là, ça a été une espèce d'angoisse, je pense, de prise de conscience collective. Si je dis ça, c'est pas pour céder au plaisir des vieux souvenirs, c'est pour dire aussi que quand on est dans des lieux ou des moments où ça se passe plutôt mieux, vous avez parlé dans les entreprises où ça monte doucement. Je pourrais dire au conseil régional où on a un président qui a été très attentif d'une certaine manière à construire la mixité de son équipe politique, y compris en nommant des vice-présidentes qui ont en charge des responsabilités régaliennes, hein, entre guillemets, c'est-à-dire une vice-présidente qui conclura tout à l'heure nos travaux en charge de l'administration du personnel, des moyens généraux, enfin qui a un des plus gros budgets de la maison et qui vient de multiplier par 10 les effectifs de la maison. Et puis la première vice-présidente qui est en charge des finances, du budget et de la contractualisation, donc qui sont quand même des sujets structurants, alors que les vice-présidents qui sont dans cette salle ne se sentent pas oubliés. Mais en tout cas, je veux dire, on sait bien que nous avons la chance de vivre dans un univers assez, comment dire, respectueux. Et Francine Bavet, qui s'exprimait tout à l'heure, a un des budgets les plus structurants aussi avec la politique de santé. Donc, et en même temps, je pense que la question qui était posée par Francine est une question tout à fait fondamentale. Est-ce qu'on est, je me mets dans le tas, puisque j'ai l'honneur d'être directrice générale des services de la plus grande région d'Europe, donc on peut le faire ronflant en se disant après tout, c'est emblématique, c'est important, etc. Est-ce qu'on est suffisamment solidaire ? Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on continue, non pas forcément à faire du réseautage entre guillemets, un peu entre soi, et moi je suis assez adepte de la mixité en même temps, parce que je pense que si on veut que les femmes rentrent dans les lieux de pouvoir, c'est parce qu'on pense qu'elles apportent par leur regard croisé de la diversité culturelle, de la diversité d'expériences, d'approches, etc. Et donc on n'a pas envie d'inventer un monde à l'envers dans lequel elles excluraient. Et donc voilà, mais est-ce qu'on reste assez solidaire, c'est-à-dire est-ce qu'on reste assez attentif, est-ce qu'on reste assez vigilant, est-ce qu'on reste assez missionnaire, est-ce qu'on reste assez... Voilà. Et ça, c'est une question, moi je dois dire humblement, que je me pose dans ma pratique professionnelle depuis 30 ans. C'est-à-dire, puisque j'ai eu la chance de percer le plafond de verre pour des tas de raisons, elles sont toutes très individuelles, ces raisons, même si moi je viens d'une famille pauvre qui n'avait pas fait d'études, enfin on voit bien toutes les trajectoires qu'on a eues dans ma génération. Est-ce que je suis assez ? Voilà. Est-ce que je fais assez attention ? Et c'est une question, je pense, que chacune d'entre nous peut se poser à sa place. Je voudrais réagir sur deux choses. Je voudrais réagir sur les réseaux. Et évidemment, les réseaux, il faut qu'ils soient professionnels. Sinon, ça ne sert à rien, quoi, hein. Je veux dire, un réseau, c'est professionnel, c'est-à-dire qu'on se réunit pour travailler, pour avancer, par exemple, le réseau, pour vous donner l'exemple de celui que je dirige, notamment au niveau du mentoring, on a lancé le mentoring au sein du réseau. On a aujourd'hui à peu près 200 binômes femmes qui travaillent et qui se rencontrent et qui est donc où
effectivement, des femmes plus expérimentées accompagnent des femmes moins expérimentées, pas forcément plus jeunes, mais moins expérimentées sur un sujet, et ça paye, et ça marche. Et donc, effectivement, on s'entraide, on est extrêmement solidaires là-dessus. Alors, évidemment, la solidarité, il faut qu'on soit solidaire. Dès qu'on est à un certain niveau, il faut qu'on voit si on peut, effectivement, tendre la main et faire la courte échelle aux femmes pour essayer de les faire arriver à des postes. Ça me paraît très, très clair. Et ça, si on ne le fait pas nous-mêmes, qui va le faire? Donc ça, vraiment qu'il faut s'organiser là-dessus. Et donc, moi, je pense que... Alors, en vrai, il y a le problème du nombre. Moi, je crois aussi qu'il est extrêmement compliqué, quand on est toute seule dans une instance avec des hommes, moi, c'est ce que j'ai vécu, d'exprimer à soi tout seul la différence de leadership, parce que je pense qu'il y en a effectivement... quelles que soient les raisons de ces différences. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous sauve un peu, c'est les excellentes études qui sont en train de sortir, très très rigoureuses, qui ont été faites à la fois par McKinsey, par Lehman Brothers, enfin je vous cite celles que je connais et qui font référence aujourd'hui, qui montrent qu'à partir du moment où dans les instances de direction, il y a au moins 30% de femmes, une dynamique extrêmement différente se met en place et les équipes sont beaucoup plus performantes. Et à ce moment-là, la mixité devient un facteur économique de performance. Et donc ça aide énormément, effectivement, à prôner la mixité des équipes, parce que quand on a des arguments rationnels et économiques pour aller voir les grands patrons pour décider, ils sont beaucoup plus à l'écoute et leur oreille est beaucoup plus tendue que quand on n'avait pas ces arguments-là. Madame la Présidente, juste un point d'histoire, parce que bon, souvent on parle d'histoire des femmes, mais c'est une longue et belle histoire et qui n'est pas finie d'être écrite. Simplement, je réagis sur les propos de Geneviève Couraud. Ça n'a pas commencé en 2004, Geneviève, ça a commencé en 95, quand nous avions décidé, quelques femmes, à souhaiter, à demander, à obliger certains partis politiques, et notamment le nôtre, puisque nous sommes dans le même parti, à mettre des circonscriptions réservées femmes. C'est là que l'histoire des circonscriptions a commencé. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Mais nous avons gagné à ce moment-là quelque chose. Et c'est important de le rappeler parce que nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait un problème de solidarité entre nous. Oui, il existe encore. Mais là aussi, c'est parce que nous avions poussé, et je voudrais remercier Maya, qui est dans la salle, qui, grâce à la coordination des associations des femmes féministes, et la coordination qu'elle avait mise en place, nous avions fait cette grande manifestation le 20 novembre 1995 à Paris, et à partir de là, tout a commencé. Donc voilà, c'était juste un point d'histoire, Madame la Présidente, mais je conclurai tout à l'heure. Oui, moi je voulais dire, je suis très choquée parce qu'on ne parle pas du tout de rapport de force entre les hommes et les femmes, les dominés et les dominants. Et on dit oui, avec la formation, si on explique bien à ces messieurs, ça va s'arranger. Depuis le temps que ça ne s'arrange pas, et depuis le temps aussi qu'on parle de formation et qu'il en existe d'ailleurs, enfin ça me paraît très très mal barré. Et je suis aussi très choquée. Vous pouvez vous présenter juste. Je suis une syndicaliste d'un syndicat rattaché à la FSU. Je suis aussi très choquée par le discours de la dame de chez Total qui se réjouit de passer à 8% au lieu de 4% en 5 ans, qui trouve progressiste, c'est pas la première fois que je vous entends, qui trouve progressiste de prendre une proportion de femmes équivalent à la proportion de femmes dans les grandes écoles. Ça me paraît pas un progrès, c'est la moindre des choses. Ce qui serait progressiste, c'est de prendre la parité dans les grandes écoles. Qui craint de désespérer Neuilly-sur-Seine. Il me semble que tant que les femmes n'auront pas un rattrapage, et c'est vrai que les hommes en souffriront un peu, mais les femmes souffrent depuis longtemps, il y aura pas d'égalité. Donc moi, je crains pas du tout de désespérer Neuilly-sur-Seine. Et en plus, je trouve très choquant de comparer les femmes aux internationaux. C'est la deuxième fois que je vous entends raconter ça. Et vraiment, je suis catastrophée. Voilà. En tout cas, il y a un rapport de force. Il va bien falloir y aller. J'ai l'impression qu'il n'y a que les femmes des partis politiques qui en sont vraiment conscientes. Et victimes d'ailleurs, qui sont conscientes d'en être victimes, parce que oui, 8%, je suis contente, c'est des femmes potiches, enfin, je veux dire, chez Total, enfin, je veux dire, ça peut pas être autre chose, Donc, moi, il me semble qu'il faut se battre et que c'est la dimension qui manque. On analyse toujours de plus en plus finement les mécanismes, tout ça, les freins, les verrous, les machins, les trucs, et puis on n'avance pas nulle part, en fait, Les lois sont là, voilà, bon, je sais pas, on sera encore là dans 10 ans à détailler les verrous.
Annie Fouquet, qui a été gentiment citée par Catherine Barbarou. Cette table ronde, elle porte sur les bonnes pratiques. Et donc, on a eu droit des bonnes et les mauvaises pratiques. Mais j'ai entendu surtout des bonnes pratiques avec un côté assez positif et assez, on se dit au fond, les choses vont dans le bon sens. Alors, je ne suis pas syndicaliste, donc je ne vais pas porter le discours de la femme qui m'a précédée, mais ceci dit, je voudrais rappeler quelques mauvaises pratiques que nous avons vécues, parce que depuis ton départ, Catherine, il n'y a plus une seule femme directeur dans le ministère des Affaires sociales, Travail, Emploi. Hein, c'est terminé. Je ne sais pas si c'est lié à ton départ, en tout cas, moi aussi, je suis partie. Enfin, beaucoup sont. Et il n'y a plus du tout de femmes, y compris la secrétaire générale qui vient d'être remerciée récemment. Donc, les choses sur les sens. Les choses vont et viennent, et je pense qu'il faut nécessairement toujours être en vigilance. Parce que les choses ne sont pas... il y a des allées et venues, il y a parfois des avancées, il y a aussi des reculs. Et nous sommes en permanence dans ce mouvement de balancier entre des avancées et des reculs, et il ne faut jamais relâcher la vigilance. Alors, pour parler de la fonction publique, puisque c'est ce que je connais le mieux, je voudrais dire qu'il y a aussi dans la fonction publique des réseaux de femmes qui se sont montés, qui n'ont apparemment pas l'expérience que vous avez citée, mais ça existe aussi pour essayer d'être un peu solidaire et se faire passer au moins un minimum d'informations et faire quelques réunions auprès sur la question de la gestion des carrières notamment, et qui fait aussi un peu de lobbying pour essayer de maintenir justement une prise de conscience qui est parfois difficile et qui tend un petit peu à se perdre en ce moment. Emmanuelle Latour, secrétaire générale de l'Observatoire de la parité. Je refais une intervention courte, mais au nom aussi des travaux que nous développons à l'Observatoire de la parité, qui est donc un service du Premier ministre. Sur cette question-là, j'aimerais revenir sur un des premiers points que vous avez abordé en introduction et qui me semble quand même extrêmement problématique, parce que ça peut faire partie des bonnes pratiques, et qui est le recours juridique. C'est-à-dire, vous êtes parti de l'exemple américain pour expliquer à quel point la culture et l'histoire française se distanciaient, et à raison, de ce qui pouvait être un des éléments des avancées sociales, c'est-à-dire le recours aux tribunaux et le recours à la défense de ses droits. Je reviens sur ce qu'a pu dire Jacqueline Laufer tout à l'heure, pour dire que la question de l'égalité, c'est un enjeu de civilisation. C'est absolument pas quelque chose qui est mis en place, relativement moderne et contemporain d'ailleurs. Toutes les ministres de la parité sont arrivées à leur gouvernement en disant « Je rêve un jour que mon ministère n'ait plus lieu d'être ». Bon, la garde des Sceaux n'a jamais fait ce genre de discours. Je rêve un jour qu'il n'y ait plus besoin de prison ni de tribunaux en France, et qu'un système d'autorégulation soit mis en place qui ferait qu'on n'ait plus besoin d'avoir recours à la défense de ses droits par la loi. Et peut-être qu'effectivement, et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, l'ensemble de ces réseaux se réunit, fait de la formation, et c'est absolument nécessaire, bien évidemment, ne serait-ce que par solidarité encore une fois. Mais est-ce que ces réseaux, pourquoi est-ce que ces réseaux, plus exactement, n'investissent pas davantage ce recours à la loi? C'est-à-dire qui, plutôt que de manière individuelle, de manière collective, pourrait faire avancer énormément aussi les droits des femmes. Et si un certain nombre d'entreprises s'est sensibilisé à cette formation, c'est certainement pour des valeurs humanistes internes, aussi pour des valeurs de performance économique qui ont été mises de plus en plus en avant, y compris par la Commission européenne, mais aussi à cause d'un certain nombre de procès retentissants pour discrimination qui ont fait qu'un nombre important d'entreprises en France a trouvé intéressant d'obtenir le label égalité, par exemple. Donc, qu'en est-il et pourquoi en France, reste-t-il tabou de considérer que l'égalité entre les hommes et les femmes ne peut pas être garantie par la loi, puisque les lois ne sont pas efficaces parce qu'on n'y a pas recours. Et c'est possible partout, depuis 2001, grâce à la loi Joannisson. Il n'y a jamais eu un procès aux assises. La HALD n'a que 3% de ces dossiers qui correspondent de discrimination en fonction du sexe venant de femmes, autant venant d'hommes d'ailleurs. Alors, expliquez-moi ce qui se passe de ce côté. L'avocate spécialisée en droit du travail qui va tenter de vous répondre, je trouve effectivement que